Bonjour Catherine, Bonjour Anne-Laure, bienvenue dans cette interview Vivre mieux, la charge mentale. merci beaucoup de m'accueillir dans cette interview. C'est Je un, te c'est remercie. un, c'est un grand plaisir, c'est vraiment un grand plaisir de t'accueillir et d'aller explorer ensemble ce thème si riche, si dense. Je vais commencer par te présenter. Tu es coach professionnel et collaboratrice de la joie entrepreneuriale. Tu aides les personnes qui sont débordées à Mm. alléger leur charge mentale. Oui, tout à fait. Euh, donc un grand plaisir pour moi de parler de ce sujet qui me tient à cœur. En effet, j'ai à cœur justement d'aider les femmes à trouver leur harmonie dans leur quotidien en leur permettant de s'appuyer sur leurs ressources propres. Car je sais à quel point l'impact de la charge mentale peut être néfaste, aussi bien pour sa santé que pour sa vie. Voilà. Ouais. Oui, oui. Donc, tu aides particulièrement les femmes, alors, si je comprends bien. Oui, tout à fait. D'accord. Bon. Ok. Et donc dans cette interview, donc, tu vas nous parler aussi un petit peu de ton parcours, hein. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à développer ton expertise auprès des femmes qui sont complètement débordées et qui n'y arrivent plus. Tu vas aussi nous parler de la charge mentale, de qu'est-ce que c'est, quels sont les facteurs qui l'amplifient. Tu vas nous parler aussi de certains points de vigilance. Et puis progressivement, au fil de l'interview, on évoluera aussi vers les solutions que tu proposes, en nous parlant aussi de ce qui a fonctionné pour toi, de choses qui fonctionnent aussi chez tes accompagnés. Pour les personnes qui aimeraient ensuite aller plus loin, vous trouvez toutes les coordonnées de Catherine sous la vidéo. Catherine, j'ai envie de te poser comme première question, finalement, qu'est-ce qui a pu faire que dans ta vie, tu en sois venue à développer cette expertise auprès des femmes qui ont une énorme charge mentale. Parfois, tu parles d'un disque dur qui est trop plein. Donc, est-ce qu'il y a eu des événements dans ta vie qui t'ont conduite à être là aujourd'hui? Oui, tout à fait. Donc déjà, j'ai vécu moi-même la charge mentale intensive, hein. Je suis pas allée jusqu'au burn-out au sens où j'ai réussi à me lever le matin, mais ça a été très très dur. J'ai forcé sur mon corps de façon forte et aussi durable, malheureusement, dans le temps. Et donc, c'est une reconversion professionnelle, en fait, qui m'a permis d'entreprendre un travail introspectif et de comprendre le cheminement dans lequel je me suis retrouvée pour justement aller droit dans le mur. Comment j'ai fait pour me retrouver surmenée à ce point-là, en charge mentale plus tout le temps, c'est-à-dire du lundi au dimanche, il n'y avait pas de distinction entre la semaine, le week-end, les vacances. Euh, et donc, pour moi, accompagner donc ces femmes qui sont aux prises avec cette charge mentale, et chacune le vit différemment, car bien sûr, on a tout un parcours différent, une personnalité différente, un vécu différent, des attentes complètement différentes. Enfin bref, tout va dépendre aussi de sa charge émotionnelle. Quand on est quelqu'un de très rigoureux, de très loyal, de très engagé, très fidèle aux autres, on peut en fait eh bien, mettre des stratégies en place pour faire face à ce qu'on nous demande, pour être encore plus performante, encore plus être conforme à ce qu'on nous demande et totalement s'éloigner de sa nature propre et ne plus, comment dire, poser ses limites, quoi, complètement faire sauter le respect par rapport à soi. Donc finalement, c'est tout ton parcours, tout ce que tu as vécu, toi, je crois, hein, que tu as été pendant
plus de 20 ans en tant que directrice générale d'une association. Et c'est tout ce vécu bon, tu dis, t'es pas allé jusqu'au burn-out, mais dans ce que tu décris, j'imagine que tu n'en étais pas très loin. Surtout que le Mm, burn-out, on peut finalement pas le mettre comme ça dans une case, hein. C'est mm, de mm, nombreux symptômes aussi qui peuvent être différents d'une personne à l'autre. mm. Néanmoins, t'es allé vraiment dans un état de détresse profond et finalement, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce que tu as vécu au plus profond de toi-même et ensuite de le mettre, de le comprendre? Est-ce que c'est ça finalement un jour qui t'a donné envie de dire, bon, ben maintenant je vais aider les femmes qui sont dans cette même situation. Est-ce que ça serait ça? Oui, tout à fait, c'est absolument ça. C'est aussi, parce que bon, je l'ai vécu moi-même, mais j'ai aussi fait le constat alarmant que beaucoup de femmes sont touchées en fait, il y a un peu aussi comme une proportion de pas dire à quel point on est en difficulté parce que on est une femme, donc on doit porter plein de choses. C'est culturellement, sociétalement, professionnellement, enfin dans toutes les sphères, on nous le renvoie, que ce soit conscient ou inconscient. Ah, c'est mon constat, hein. Et je trouve que du coup, ce que je l'ai vu pour moi, en fait, je me suis vraiment enfermée, c'est-à-dire j'ai tout fait pour pas alarmer l'entourage. J'ai Mhm. vraiment dissimulé ma douleur, mes douleurs, ma souffrance, jusqu'au point de ne pas aller voir mon médecin, car je savais que là, le coup près tomberait et qu'elle me dirait, stop, on arrête, arrêt maladie. Et donc, j'étais tellement impliquée dans mon travail, car en effet, mon travail, j'y suis rentrée très jeune, j'y ai passé plus de 30 ans, j'ai été donc responsable très rapidement et donc j'ai tenu le poste de directrice générale plus de 23 ans. Voilà, ça donne Mhm. ça donne le cadre de l'expérience. Et en fait, voilà, je me suis retrouvée à vraiment dissimuler tout ce que je ressentais, m'enfermer, ne pas dire ce que je ressentais, car pour moi, c'était une honte. C'était honteux d'aller en fait se plaindre. C'était un peu ça dans ma tête, ce qui se passait. Oui, mais si je demande de l'aide, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Et puis d'abord, c'est à moi toute seule de me sortir de là. C'est moi qui m'y suis mise, donc à moi de trouver la solution. Donc, grosse erreur, hein, bien sûr, parce que c'est comme un hamster dans sa roue, hein, ça tourne dans tous les sens, enfin pas dans le même sens justement, et on n'a pas d'axe pour sortir en fait. Et la charge mentale, ce qui est dangereux en fait, euh, et je dis vraiment dangereux parce que c'est comme ça que je le vois, c'est de ne pas arriver à se sortir d'un mécanisme, c'est toujours rentrer dedans et trouver des solutions pour encore plus en faire. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Oui, oui, donc vraiment Oui. un engrenage dans lequel ben, on s'enlise. Et Mm. puis, dans ce que j'entends aussi, ben, ce que je me dis, c'est parfois, est-ce que quand on est justement manager, c'est pas encore plus difficile de s'avouer dans son impuissance, dans ses limites, dans le fait de, comme si on devait tenir encore plus? Oui, absolument. C'est exactement ça. C'est en fait porter, du coup, l'erreur que l'on fait là, c'est de porter, alors, ses responsabilités, ok, mais c'est aussi porter les responsabilités qui ne nous incombent pas. Par exemple, des collaborateurs qui ne font pas leur travail à 100%. Des consignes qui sont totalement irrespectueuses du cadre dans lequel on est. Des échéances qui sont intenables, du, un rythme dans lequel on est constamment dans l'urgence. Je veux dire, on peut le faire une fois, mais dans la durée, ça ne tient pas, c'est pas possible. On doit faire appel à des ressources propres assez conséquentes. Et nous sommes des humains, nous ne sommes pas des machines. On va pas se régénérer comme un téléphone qu'on va brancher et en charge rapide, il va se recharger en 20 minutes. Nous, c'est pas possible. Donc, c'est vrai que les managers, du coup, qui ont beaucoup de responsabilités et qui, en plus, ont une personnalité où ça leur tient à cœur de faire leur travail à fond, tout le temps,
d'être vraiment responsables de leur équipe, de leur travail, enfin, de tout l'environnement dans lequel ils sont, ça va leur ramener une charge supplémentaire, en fait, pour faire leur travail au Mm. mieux et tous les jours. C'est pas juste une fois, c'est tous les jours. Et tous les jours. Euh, Mm. je me suis vue, moi, mais c'est ça, c'est ce que je vais dire, c'est commun à beaucoup de gens, hein. Je me suis vue le week-end aller regarder des mails en me disant, je vais prendre de l'avance sur lundi. C'est du temps de gagner sur lundi. Oui, sauf que c'est du temps de perdu sur ma décompression. C'est du temps de perdu sur mon temps de repos. Et ça, Complètement. Oui, oui. c'est vital, ça. Oui. Et en plus, alors là, on commence vraiment hein, à être dans le vif du sujet sur finalement qu'est-ce que la charge mentale et qu'est-ce qui va l'accentuer. Donc, on peut, dans ce que tu as décrit, c'est que déjà en tant que manager aussi, on peut être plus sujet à porter énormément de responsabilités et à tenir, à vouloir tenir absolument ses équipes et donc à assumer des responsabilités qui ne sont pas forcément les siennes, mais peut-être aussi toujours pour répondre aux exigences encore plus hautes, hein. Donc Mm. il y a peut-être le fait de faire aussi tampon entre le haut Oui, et le bas, si on peut dire ça comme ça. Et puis aussi dans ce que tu dis, c'est que vraiment la sphère privée et la sphère professionnelle se sont de plus en plus mélangées, infiltrées. Enfin, la vie professionnelle, c'est de plus en plus infiltré dans la vie personnelle. Alors mm, l'inverse est peut-être aussi le cas, oui, mais en tous mm, les cas, dans ce que tu dis là maintenant, c'est vrai que beaucoup de gens prennent leur ordinateur pour travailler encore le soir à la maison, le week-end. Et finalement, il n'y a plus de limite. non, non. Il n'y a plus de limite. Et du coup, la seule limite, c'est le cadre professionnel qui dit que ben voilà, vous avez un travail à faire. Donc, du coup, c'est open bar, hein, c'est un peu ça. Et du coup, la performance aussi que chaque individu va vouloir instaurer, mettre en place, peut aussi l'impacter sur son intensité avec laquelle il va se démener, quoi. Et en effet, pour revenir sur la charge mentale donc des managers, des entrepreneurs et des femmes, parce Voilà, qu'en des fin de femmes. compte, la Mm. femme, c'est vrai qu'elle porte aussi encore aujourd'hui, hein, même s'il y a beaucoup de messieurs qui aident, elle porte sa maison, sa famille, elle porte toutes les préoccupations qui vont avec tout ça. Déjà, rien que ça, hein. La famille et la maison, ça en fait déjà beaucoup. Bah oui, les activités, les rendez-vous Voilà. médicaux, Alors voilà. la Euh, gestion de tout ce qu'il y a à faire dans la Voilà, maison, le planning. Elle tout a à toujours fait. le planning dans la tête et elle sait ce qu'il y a dans le frigo et dans les placards. Exactement. Et alors, donc, chaque jour, c'est le même planning qui recommence, hein, le même emploi du temps, sauf que quand tout est bien huilé, ça roule. Voilà, c'est huilé, ça roule. Mais alors, il faut surtout pas le tout petit grain de sable qui vient faire sauter la machine. Mm. Donc, tout ce qui est de l'ordre des imprévus, tout ce qui est de l'ordre des urgences qui se rajoutent, hein, personnel et professionnel, hein, les deux mélangés, hein. Eh bien là, ça vient riper la machine et la plupart du temps, les femmes ne cherchent pas de l'aide parce que dans leur entourage, elles peuvent demander de l'aide. Il y a Mm. moyen de demander d'être déléguées sur des petites actions, des petites tâches. Mais elles ne le font pas parce qu'en fait, elles partent du principe que ça ira déjà plus vite si elles le font parce qu'elles savent, mais aussi parce que c'est inconscient collectif total, c'est la femme, c'est son rôle. Donc, si jamais elle lâche, ça veut dire qu'elle ne sait pas faire ou alors elle baisse les bras, quoi. Alors que non, hein, pas du tout, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Mais du coup, ça peut être une injonction qu'elle se donne encore en plus à elle. Mm. Euh, De tenir et oui, d'assumer beaucoup de choses oui, toute seule, tout à fait, tout avec à fait. une difficulté à demander de l'aide. Oui, Par exemple, enfin, moi je me souviens, hein, surtout quand mes filles étaient petites, mais quand elles étaient malades. Alors hmm, là, c'est vrai que quand tu parles d'imprévu et que tout d'un coup, tu as tes enfants qui sont malades, bon, bah, ça te chamboule tout ton planning. Et puis c'est là où effectivement, tout d'un coup, on sent que l'équilibre, il est tellement fragile. oui, absolument. Alors en plus, ça incombe bien souvent sur la femme, ça.
le cas de l'enfant malade, c'est que non seulement donc elle a quelque part pas trop le choix, c'est à elle de gérer, Mhm. mais alors le regard que portent ses collègues ou l'entourage professionnel sur cette partie-là, bonjour, hein, parce que du coup, c'est un peu comme si elle abandonnait son équipe, ses collaborateurs, tout son service, alors que non, hein, elle fait face comme elle peut, avec les moyens qu'elle a. Et puis, je dirais qu'on est souvent en fait face à la culpabilité dans la charge mentale, je trouve. On est plus face à la culpabilité qu'à la reconnaissance en fait de ce que l'on fait. Mhm. Et ça peut aussi nous pousser individuellement, selon notre personnalité, ce qu'on a à cœur de faire, ça peut nous pousser dans le travers de se dire, faut que je fasse plus, faut que je fasse encore plus pour être encore plus reconnu, quoi, Mhm. Mhm. encore plus aimé. Mhm. Et Mhm. pour moi, c'est vraiment aller au-delà de ses limites, justement. Au-delà, c'est limite. Et, et oui, voilà. Mhm. Et serons-nous moins aimés si on en fait moins? Je suis pas sûre. Ouais. Oui, oui. Et c'est vrai que tu décris bien, je trouve, hein, cet engrenage dont on parlait au début de l'interview, où en fait, non seulement on ne cherche pas de voie de sortie pour aller mieux, on ne demande pas de l'aide, mais en plus, on développe des stratégies pour être encore plus performante. Et là, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment le piège, parce que, bah, oui, dans ce que tu dis, ça va au-delà de ses propres limites, Mm. et c'est ça qui fait que le sillon, se creuse encore plus. Tout à fait, absolument. Et c'est vrai que pour faire le parallèle avec les soignants, qui bien sûr sont dans un métier vocation, je me suis retrouvée dans un métier vocation, j'étais dans le domaine enfance-jeunesse. Et donc, je sais à quel point on peut être dans la passion, on peut être la transmission de ses valeurs, mais je sais aussi à quel point c'est douloureux, c'est souffrant de ne pas pouvoir exprimer ces valeurs propres que l'on a et les laisser s'épanouir dans un travail dans lequel on est à la base mais passionné, quoi. Eh oui, c'est des métiers passion, ouais. Mm. Voilà. Et justement, parce que c'est un métier passion, il est important de remettre ses limites, Mm. justement en lien avec ses propres valeurs, en lien avec ses capacités aussi. Chacun a des capacités différentes et c'est bien normal puisque un humain n'est pas la réplique identique d'un autre. Et heureusement. Mais c'est cette diversité, cette diversité-là, cette variété humaine, émotionnelle, euh, du savoir-faire, enfin des savoir-faire, des savoir-être, etc. Enfin, tout ce qui Mm. compose. Et Tout ce ce qui qui va faire compose. aussi finalement que certaines personnes vont s'adapter différemment au changement. Exactement. Que quand il y a un gros changement dans une entreprise ou même dans un service de soins, Mm. c'est là où justement c'est des points de fragilité. Oui, oui, tout à fait. On n'a pas tous la même réaction face au changement. En général, le changement, quand il ne vient pas de soi, de toute façon, il y a une protection qui se met en place. On refuse, quoi. Au début, on refuse. On a peur, hein. C'est la peur qui va nous driver à ce moment-là. Et puis, petit à petit, il y a un mécanisme qui va se mettre en place selon les gens où, bon, voilà, il va y avoir après la période de peur, hein, qui peut être plus ou moins longue, il va y avoir une phase où on va se remettre un peu dans le contexte, dans la réalité. On va voir ce que soit aussi on peut y trouver de positif. Euh, et puis, il y a les personnes pour qui c'est absolument impossible de faire ce cheminement déjà tout seul. Donc, il est bien d'être accompagné hein, face à un changement parce que selon son histoire, selon son âge, selon son projet de vie, etc., selon plein de critères, selon plein de choses, eh bien, on peut être en totale résistance face à un changement et des fois, c'est aussi se fermer à quelque chose qui pourrait au contraire s'ouvrir, tu Mhm. vois. Mhm. Mhm.
Oui, par Mais, exemple, quand il y a des changements, si on prend l'exemple d'un changement de logiciel, que ce hum, soit dans une entreprise ou dans un service, oui, une hum, entreprise de la santé, une structure de la hum, santé, il y a tout, il y a oui, souvent, ah ben on doit changer certains logiciels au niveau administratif, au niveau des suivis des patients, etc. Et puis là, ben, tout d'un coup, ça devient une grosse charge mentale supplémentaire qui oui, s'ajoute à déjà un équilibre qui était déjà fragile, un mode de fonctionnement dans le système de voilà, santé, on appelle ça le mode dégradé, oui, c'est c'est-à-dire ça. que c'est à flux tendu. Hum. Mm, Tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est vrai que le changement a toujours besoin d'être accompagné, quelle que soit la situation, où que l'on soit, qu'on soit dans le domaine professionnel. Là, tu cites un exemple, on est dans le domaine professionnel. C'est très important d'accompagner chaque individu. Il y a le collectif, mais il y a aussi l'individu. C'est hyper important pour justement, eh bien, comment lever tous les freins qui peuvent accompagner cette peur, cette résistance au changement et puis, souvent, quand un changement nous tombe dessus, parce qu'il tombe dessus, il n'arrive pas comme ça, il te tombe dessus et qu'est-ce qu'on voit en général en premier? Ben, c'est tout l'aspect négatif. mm, On se relie vraiment pas du tout au positif, on ne voit que le négatif, donc on s'enferme. Alors qu'au contraire, en étant accompagné, ça permet eh bien, déjà de poser des mots, d'exprimer ce qu'on ressent et puis d'avancer pas à pas sur, ben voilà, en effet, il y a ce changement-là, ça va prendre ce temps-là, parce qu'il y a aussi cette notion-là, c'est purée, mais quel temps ça va encore nous prendre, en plus de déjà ce que l'on donne. tout à C'est fait. quand on est à flux tendu, comme tu le dis, Il n'y a plus c'est terrible. d'espace, il y a plus d'espace Ah, pour absorber exactement, oui, ces mises à jour ou ouais, ces changements de travail ou de réorganisation. tout à fait. C'est à la fois le côté espace-temps, où est-ce qu'on va caser ce temps-là, mais c'est aussi l'espace dans son cerveau, dans son mental. Il y a plus, il y a tellement de choses déjà qui tournent en permanence. Comment je vais faire pour trouver la concentration pour ben voilà, apprendre encore un nouveau truc que j'ai pas envie d'apprendre? Mm. Oui, 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 oui. Donc une résistance au changement Oui, qui va être vécue par chaque personne différemment. Et puis oui, là, on parlait dans le secteur de la santé, parce que c'est vrai que, comme tu le sais, mm, j'accompagne beaucoup de mm, professionnels de la santé. Ils sont particulièrement, ce sont souvent des femmes aussi, hein, une mm, grande majorité de femmes, qui sont touchées, extrêmement touchées par l'épuisement professionnel, par les risques psychosociaux, par les risques de burn-out, et qui travaillent, comme on le disait, en mode dégradé, c'est-à-dire toujours à flux tendu. Et mm. qu'est-ce que tu aimerais dire à ces personnes-là qui sont dans ces conditions de travail assez extrêmes parfois? Bien, déjà d'arriver. Alors, je sais que c'est pas facile à faire, mais je pense que c'est important de se recentrer sur soi. Au sens, bon, aujourd'hui, j'ai fait une journée de voilà de tant d'heures, d'accord, mais j'ai donné de ma personne, j'ai donné de mon savoir-faire, j'ai donné voilà, j'ai donné à tous les niveaux. Euh, Justement sur une échelle de 0 à 10, à quelle intensité j'étais. Et ça m'a demandé de tenir sur quelle durée de toute Mhm, ma journée. Et déjà, si, quand elle se le dit, ça lui renvoie quelque chose comme ouais, je suis vraiment allée trop loin ou c'était fort, 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 d'essayer de voir à quel endroit elle peut non pas arrêter, mais équilibrer en fait selon les jours. Parce que l'équilibre, c'est quelque chose de très... c'est une notion, en fait. On n'atteint jamais vraiment l'équilibre pour de bon. C'est tous les jours que voilà, il est nécessaire de négocier, on va dire, avec soi-même. Ce petit truc qu'on va donner en plus ou pas, selon ben voilà, sa fatigue, selon sa motivation, selon... Voilà. On a le droit de faire de son mieux
et de pas toujours donner le maximum. Mm. Moi, je pense que c'est important de se le dire. Ça enlève pas ses compétences, ça enlève pas son professionnalisme. Ça, c'est très important. Mais quand on est très fatigué, quand on est épuisé, tout ne dépend pas de soi à 100%. Je sais que dans les soignants, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent en épuisement parce qu'elles ont dû aussi enchaîner sur des jours de repos, des jours de travail. Voilà, elles ont dit oui pour pas mettre le service en péril, pour le bien-être des patients, mais pas pour leur bien-être à elles. Donc, je pense que c'est important de trouver aussi ce qui les aide à se reposer, à se décharger mentalement, et puis de se donner de la reconnaissance en fait. C'est pas se dire qu'est-ce que je vais faire encore en plus, c'est se dire bon, là je me pose, je respire, même si ça dure 10 minutes, mais c'est 10 minutes que je m'accorde pour me ressourcer, pour retrouver de l'énergie. Oui, c'est chouette de t'entendre parler aussi et de constater qu'on se rejoint hein, dans ce qu'on a à leur Mm. transmettre en termes de messages. Après, c'est vrai qu'une fois dans ce système où c'est vraiment des journées marathons, où ça s'arrête jamais, ça bip tout le temps, elles sont tout le temps dérangées aussi, hein, c'est vraiment du non-stop. Donc c'est ce qui complique aussi bien souvent hein, cette capacité, enfin cette disponibilité à revenir à soi, à prendre soin de soi. Mais Oui, effectivement, c'est chouette qu'elle puisse aussi t'entendre dire et leur donner déjà quelques conseils pour leur mieux-être et surtout préserver, oui, préserver leur santé avant toute chose. Hein. voilà, tout à fait. Mm. Très important. C'est ce qui me venait aussi là en t'entendant parler, c'est que je pense à deux choses. La première, c'est est-ce que selon toi, il y a beaucoup de personnes qui acceptent la charge mentale par peur de perdre leur travail? Est-ce que tu dirais que c'est une des causes aussi En, principales? en- oui, en effet, ça peut être un des travers selon les personnes, encore une fois, hein. Mm. Parce que avec ce qu'on vient d'évoquer précédemment, il y a aussi une forme de culpabilité qui s'installe. Mhm. Oui, si je dis pas oui quand on me demande de remplacer une absence, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Euh, Comment ça va être perçu dans le service? Parce que déjà qu'on est à flux tendu, si tout le monde se met à dire non au remplacement, qu'est-ce qui se passe? Hmm. Oui, alors en effet, c'est inévitable, hein, ça comme pensée, comme question, c'est inévitable. Mais j'ai envie de dire, quelle, encore une fois, quelle capacité j'ai aujourd'hui quand on me demande. C'est vraiment aujourd'hui, c'est pas je me profile dans une Mhm. semaine ou dans 15 jours, c'est voilà, c'est là maintenant. Est-ce que je peux ou est-ce que je peux pas, tout simplement. Et il vaut mieux en fait dire non, mais être clair avec soi pour éviter de dire oui et se forcer sur quelque chose et du coup se retrouver aussi à être dégoûté aussi d'un travail qui à la base est passion. Mm. Je le rappelle, c'est vraiment la vocation pure et simple, quoi. Donc cette culpabilité, attention, quand elle commence à être vraiment omniprésente, attention, vraiment se questionner jusqu'où ça, enfin, jusqu'à quel point c'est souffrant pour soi, quoi. C'est Mm. douloureux pour soi. Mm. Et pas hésiter à en parler, à se faire aider, parce que bon, voilà, il y a plein de possibilités pour Oui. ça, même à l'interne, hein, Oui, dans alors, son milieu, oui, hein. en interne et en même temps, ce que je constate aussi, c'est que souvent, c'est plus facile d'avoir une personne extérieure qui, Oui, qui vraiment garantisse la confidentialité.
La neutralité Ouais. aussi du discours, la Tout à confidentialité, fait. oui, très important. Ouais. Je suis tout à Ouais, fait ouais. d'accord Mais avec toi. effectivement, oui, il y a des solutions et c'est important de demander Mm, de l'aide. Et mm. j'avais une autre question avant qu'on aille vers les solutions que tu proposes. J'avais une autre question aussi. Je me disais, est-ce que finalement, le fait, le fait de reconnaître hein, sa charge mentale, est-ce que, en tous les cas, l'intensité de la charge mentale qui fait qu'on arrive à ce point de rupture où je ne peux plus, je n'en peux plus, et où il y a ce glissement potentiel vers un burn-out, est-ce que c'est pas aussi en lien avec la difficulté d'être face à un échec, à une forme d'échec? Je n'ai pas réussi. J'y suis pas arrivée, j'ai tout donné, j'ai tout essayé. La personne est vraiment allée, comme on le disait, hein, renforcer des stratégies de performance. Et parce que, est-ce qu'il n'y a pas quelque part en arrière-plan aussi cette angoisse d'être face à une forme d'échec qu'on se représenterait? Oui, tout à fait. Bah, ça va en fait en proportion avec l'engagement que l'on a envers un travail, envers d'autres personnes. Euh, la loyauté aussi, voilà, son degré de loyauté envers les autres, plus c'est fort chez la personne et plus elle va mettre en face des stratégies, des comportements, des attitudes en lien pour maintenir cette intensité-là, cette force-là. Mais le problème, c'est que c'est au détriment d'elle-même. Parce que je pense que si j'ai envie de passer un gros message, et je sais que toi, c'est pareil, Anne-Laure, c'est de vraiment... alors, quand on a de belles valeurs, alors c'est magnifique d'avoir de belles valeurs en plus pour les autres, mais la première personne à qui il est important de faire attention, à qui il est important d'apporter beaucoup de bienveillance, c'est soi-même. Parce qu'en fait, soi-même, plus on est bienveillant, doux avec soi, dans l'amour de soi et son estime, plus on va se respecter et plus du coup, ça va faire aussi sauter toutes ces injonctions que l'on a vis-à-vis de la culpabilité, vis-à-vis de la performance, vis-à-vis du no limite. Mhm. Voilà, c'est vraiment ça aussi qui est au cœur de tout, hein. C'est la personne elle-même. C'est OK, je me donne pour les autres, je leur donne de moi, mais moi, il est impératif que je sois en bonne santé, hein, que ce soit la santé physique, la santé mentale. Il n'y a pas de honte à ça, bien au contraire. Bien au Mhm. contraire. Mm. Oui, oui, oui. Donc là, c'est chouette parce qu'on est déjà un petit peu hein, sur ce qui touche à ton accompagnement et à ce que tu offres aussi aux personnes justement qui sont complètement débordées, qui n'en peuvent plus et qui sont aussi dans qu'on réalisait que c'était important qu'elles demandent de l'aide. Est-ce que tu pourrais nous parler par exemple, d'une personne que tu as aidée en coaching et de qu'est-ce qui a fonctionné pour elle? Voilà, comment ça s'est passé pour cette personne-là? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, en fait, bon, la plupart des personnes que j'accompagne ont soit vécu plusieurs burn-out. Alors là, j'ai aussi halluciné. Je savais pas qu'on pouvait en faire plusieurs. Ça prouve que c'est mal aussi, c'est mal perçu et mal, comment dire, pareil, parce qu'on répare pas, hein. Oui. Mais l'accompagnement voilà. Enfin, il y a des manquements pour moi, donc c'est important, c'est vraiment important de bien se comprendre. Et donc, il y a une personne en particulier qui est arrivée pour un coaching en me disant, je suis toujours débordée, je n'arrive pas à m'organiser, je dois pas savoir m'organiser, c'est pas pour moi. Bon, alors déjà, quand j'ai entendu ça, j'ai bien sûr creusé parce que le propre du coaching, hein, c'est de poser des questions, mais beaucoup écouter. Écouter ce que la personne dit, mais aussi ce qu'elle ne dit pas. Euh, et du coup, en 15 séances, cet accompagné-là, je l'ai aidé en fait à transformer quoi? Ben, son état d'esprit. Déjà, elle a réussi
à se recabler, entre guillemets, recabler, hein, sur un aspect plus positif, plus optimiste. Le négatif a vraiment lâché. Du coup, on a pu lever des freins qu'elle avait, hein, par rapport à des peurs qu'elle avait ancrées depuis longtemps. Euh, et du coup, ces peurs-là qui étaient ancrées avaient fait un système, un mécanisme dans lequel elle rentrait systématiquement, bien sûr, par rapport à, voilà, à ce débordement qu'elle avait en permanence dans son planning, hein, dans ses journées. Et du coup, elle a pu prendre conscience aussi de ses ressources propres, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quoi? C'est ses forces, ses talents. Donc, c'est mettre en avant tout ce qui l'aide à faire face, en fait, mais sans forcer. Voilà, à faire face, mais voilà, en étant dans le respect d'elle-même, quoi. Mhm. Et du coup, on a aussi fait avec quelques exercices, euh, comment dire, elle a pu se rendre compte par elle-même de tous les signaux qu'elle avait, voilà, en termes c'est surtout le corps hein, qui lui a donné des signaux pour elle, mais aussi au niveau de ses pensées. Comme elle avait déjà vécu un burn-out, c'est pas qu'on a fait le mécanisme à l'envers, mais voilà, elle a réussi à choper des symptômes qui sont vraiment très, très, pour elle, très flagrants. Mhm. Et au lieu parce qu'il y a aussi cette faculté-là que l'on a, hein, c'est de se mettre des œillères Ah pour oui. justement ne pas les voir. Et donc là, là, en coaching, on a pris le temps nécessaire à les mettre à plat, sans jugement. Mhm. C'est Ah très oui. important. Oui, oui. C'est OK, il s'est passé ça, mais aucune honte à ressentir. C'est voilà, c'est juste comprendre ce qui a amené la personne à aller aussi loin dans le ben, dans ses forces, quoi, aussi loin dans le non-respect de sa personne, en fait. Mhm. Voilà. Ok. Et du coup, elle a pu apprendre à se prioriser, à mettre des priorités. Voilà. Mhm. Et Ok. accepter de ne pas tout faire non plus dans une seule journée. Ouais. À diluer dans le temps. Gros challenge des fois pour la femme. Oui, oui, oui. Et puis toi, personnellement, est-ce que, il y a quelque chose qui t'aide au quotidien à justement être vigilante à comment gérer cette charge mentale, hein, qui a toujours des hauts et des bas. Je dirais quel est un petit peu, toi, ton remède magique, ce qui t'aide en particulier. Alors, c'est donc à force de travail introspectif, hein, c'est pas arrivé comme ça d'un coup, hein, Mhm, j'insiste quand même bien là-dessus. Euh, eh bien, déjà, je démarre chaque journée, quel que soit le jour de la semaine, quel que soit le planning, enfin bref. Chaque journée, je prends un temps pour moi, différent d'un jour à l'autre. Mais je prends un temps pour moi où je suis complètement centrée sur le présent. C'est-à-dire que j'évite à mon mental de galoper sur ce qu'il y a à faire aujourd'hui, demain, ah oui, puis dans un mois. Non, 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 non. On se calme, on se calme. Et donc, ça peut passer par de la respiration, ça peut passer par de la méditation. J'ai été une très mauvaise élève dans la méditation parce que j'avais pas compris, voilà, que fallait que je laisse mon mental partir dans tous les sens s'il avait besoin. Enfin, voilà. mhm, Euh, Ça peut être écouter de la musique, ça peut être rien faire. mhm, Enfin, bref. Et c'est accepter aussi ça. C'est accepter. Après, j'ai été très, très contrôlante sur moi-même, hein. Jamais sur les autres, mais sur moi-même, j'ai été très contrôlante. Donc, quand il s'agissait de prendre une pause, pour moi, c'était tout un bins, hein, parce que je me disais, bah ouais, mais j'ai pas le droit de prendre une pause. Si je prends une pause, je peux pas faire ça. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Donc, j'ai complètement désacralisé ça. Et les pauses sont instaurées dans la journée, quelle que soit l'intensité de la journée, justement. ok. Voilà. Donc vraiment, vraiment tu es vraiment vigilante sur ton rythme au quotidien et Oui, sur ces moments de pause, de ressourcement.
voilà, qui te oui, permettent aussi, j'imagine, d'être ben, plus consciente que ben, justement quand tu dépasses tes propres limites, oui. ces moments-là permettent d'être en vigilance avec soi-même et donc de se rendre compte, bah tiens, là non, si je suis honnête avec moi-même, là non, ça va pas. Mais effectivement, C'est si on ça. garde la tête dans le guidon, on peut pas, c'est beaucoup plus compliqué de s'en rendre compte. Souvent, le Et problème, tout à fait, justement, des gros états d'épuisement. tout à fait. Très bien, bah écoute, je te propose de nous en dire peut-être un peu plus sur ton coaching, sur des outils que tu utilises, que tu proposes. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup, donc il ne s'agit pas de tout dévoiler, mais peut-être, voilà, si tu as envie de nous en dire un petit peu plus sur les accompagnements que tu proposes et comment ça se passe. Oui, avec plaisir. Je te remercie beaucoup, Anne-Laure. Bah déjà, en termes d'outils, oui, il y en a plusieurs. J'ai appris une méthode, hein, puisque je suis certifiée. Je voulais quelque chose de, voilà, sécurisant et pour l'accompagner et pour moi. Je voulais que ça résonne avec mon éthique aussi. Et donc, je pars bah, de l'attente, de la situation actuelle de la personne, de ses attentes. Et, pardon. Et donc, les outils que j'ai en ma possession, beaucoup sont issus de la PNL. Euh, il y a aussi tout ce qui est gestion du stress, émotions, etc. Mais en fait, j'adapte mes outils à l'accompagnement de la personne. C'est vraiment un accompagnement sur mesure, c'est très personnalisé. Il n'y a pas un seul accompagnement qui se ressemble, puisque personne ne se ressemble, comme je l'ai dit tout au long de l'interview. Et, Et donc, le propre du coaching, c'est vraiment d'accompagner la personne, d'être à ses côtés pour que ces prises de conscience se fassent dans la douceur, la bienveillance. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident hein, de prendre conscience de ses freins, de ses peurs. On n'a pas envie d'aller regarder ce qui va pas en fait, hein, mais de le comprendre et de trouver des actions pour bah, les adoucir, les contourner, faire autrement. Bah, Mhm. déjà, c'est beaucoup plus positif. Et, euh, et puis surtout, la personne se met dans une dynamique qui l'élève au lieu de la ratatiner, quoi. Euh, donc voilà. En général, un coaching, ça dure entre 8 et ouais, 15 séances, mais voilà, enfin, il y a pas vraiment, comment dire, un protocole identique. Voilà, Tout dépend tout dépend de ouais, la personne, ouais, de ses ouais, attentes, de là où elle ouais. en est. Exactement, Ok. exactement. Mais tout part de la personne, même d'une séance à l'autre. Ok. Moi, je ne prépare rien. Hmm. Voilà, c'est vraiment parce que même d'une séance à l'autre, la personne va continuer à cheminer, va continuer à réfléchir à des choses. Et puis selon bah, son énergie du moment, selon ses problématiques aussi du moment, ses préoccupations, eh bien, elle peut voilà, aller sur d'autres axes. Et donc, voilà, je suis là, moi, pour l'accompagner, je suis pas là pour lui faire tenir un programme, quoi, hein. D'accord. Autrement, là, Donc ce pas sera de la trop formation. contrôle. Bah oui, d'accord. Ok. Alors, pour les personnes qui aimeraient aller plus loin avec toi, qui nous ont suivis tout du long de l'interview, qu'est-ce que tu leur proposes? Alors, déjà, bah, merci d'être resté avec nous, voilà, avec grand plaisir. Et donc, tout simplement, un appel découverte qui est offert. 30 minutes pendant lesquelles voilà, j'écoute ben, les attentes de la personne, ce qu'elle attendrait d'un coaching en fait, ce qu'elle aimerait transformer, solutionner chez elle, ce qui lui pose problème, voilà, n'ayons pas peur des mots, hein, ce qui la préoccupe actuellement. Je l'écoute et avec mes questions, elle va trouver déjà des axes. Et si elle veut aller plus loin, encore une fois, tout dépend de ce qu'elle souhaite, hein. Euh, et à quel point elle est prête à s'engager pour elle-même aussi. Ça, c'est très important, cette partie-là.
eh bien, je lui propose soit un diagnostic ou soit vraiment un accompagnement, voilà, dans les termes qui correspondent à ce que elle attend. Voilà. D'accord. Donc vraiment un accompagnement personnalisé sur Oui, mesure. oui, Et la première étape, c'est de prendre rendez-vous avec toi. c'est ça. C'est Eh ben ça. merci, merci beaucoup Catherine hein, Merci à pour toi, tout, Anne-Laure. tout notre échange d'aujourd'hui, tout ce que tu as partagé de toi, de ton parcours professionnel et aussi de tous tes outils, des outils que tu proposes pour justement vivre mieux la charge mentale et s'alléger, repartir plus léger dans son quotidien, plus joyeux, plus serein. Donc merci, merci beaucoup Catherine. Merci à toi, Anne-Laure. C'était très, très chouette comme interview et je te remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir.